La liberté n'est pas un moyen de parvenir à un but politique, elle est elle-même le but. Madame de Staël, une femme qui a passé sa vie à défendre cette idée contre les rois, les empereurs et les hommes qui auraient préféré qu'elle se taise. Paris, 1803. Un homme règne sur la France et commence à régner sur l'Europe. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. Il a battu les armées de la coalition, réécrit les codes juridiques, refaçonné les institutions. Il n'a peur de presque rien. Presque. Parce qu'il y a une femme à Paris qui l'inquiète. Elle ne commande pas d'armée, elle n'a pas de titre officiel. Elle n'est même pas française. Elle est née à Paris de parents genevois et elle passe ses étés dans la propriété familiale de Coppet en Suisse. Mais elle parle. Elle écrit. Et son salon, rue du Bac, est le centre intellectuel de l'Europe. Les philosophes, les diplomates, les opposants, les libéraux de tous les pays s'y retrouvent. Et ce qu'elle dit dans ce salon, sur la liberté, sur la tyrannie, sur ce que l'art et la littérature révèlent des peuples, commence à gêner l'empereur. En 1803, Napoléon la chasse de Paris. En 1810, il interdit son livre majeur. En 1812, il la force à fuir en Russie, puis en Angleterre, puis en Suède. Il mobilise la police de l'Empire entier pour la surveiller. Un homme qui contrôle la moitié de l'Europe, obsédé par une femme de lettres. Cette femme, c'est Anne-Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein. Et son lien à Saint-Ouen n'est pas un détail de biographie, c'est le cœur de ce qu'elle était. Pour comprendre Madame de Staël, il faut comprendre le monde dans lequel elle naît et le monde qu'elle contribue à faire. Nous sommes en 1766, à Paris. La France est encore une monarchie absolue, mais une monarchie qui commence à se fissurer sous le poids des idées. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, ont posé des questions que le régime ne sait plus comment ignorer. Qu'est-ce que la liberté? D'où vient le pouvoir? À qui appartient l'État? Ce n'est pas seulement un débat français, c'est un débat européen. En Angleterre, la monarchie constitutionnelle existe depuis un siècle. En Amérique, la révolution de 1776 vient de produire une déclaration d'indépendance qui cite la liberté comme droit inaliénable. En Prusse, en Autriche, en Russie, des despotes éclairés jouent à réformer sans céder le pouvoir. L'Europe entière est en tension entre l'ancien régime et quelque chose de nouveau dont personne ne connaît encore le nom exact. Le père de Germaine, Jacques Necker, est au cœur de ces tensions. Banquier genevois, protestant dans un royaume catholique, il devient néanmoins ministre des Finances de Louis XVI, 2 fois. Son premier envoi, en 1789, est l'une des étincelles directes qui déclenchent la prise de la Bastille. Son château de Saint-Ouen, sur les bords de Seine, est la résidence familiale où Germaine grandit et forme sa pensée. La Révolution arrive. Elle emporte tout, les certitudes, les familles, les têtes. Pour Germaine Necker, qui a épousé en 1786 le baron de Staël-Holstein, ambassadeur de Suède, la Révolution est à la fois une promesse et une catastrophe. Elle croit aux idéaux de liberté. Elle est horrifiée par la terreur. Elle passe les années 1790 à naviguer entre Paris, Coppet et l'exil, essayant de sauver des amis condamnés, écrivant, pensant. Puis vient Napoléon, et là quelque chose se cristallise chez elle. Elle avait cru, comme beaucoup, que Bonaparte pourrait consolider les acquis de la Révolution sans la violence. Elle comprend vite qu'il n'en est rien. Ce que Napoléon veut, c'est le pouvoir sans partage, la gloire sans contradiction. Et Madame de Staël va passer les 15 années suivantes à être sa principale voie d'opposition intellectuelle. Dans ce contexte, Saint-Ouen joue un rôle symbolique fort. C'est là, dans la propriété Necker, au bord de la Seine, que s'est forgée la conscience politique de Germaine. C'est là qu'elle a entendu son père parler de finances publiques et de responsabilité royale. C'est là qu'elle a compris que les idées avaient un poids dans le monde réel. Une enfance au cœur du pouvoir. Germaine Necker naît le 22 avril 1766 à Paris. Fille unique de Jacques Necker et de Suzanne Curchod, femme cultivée qui tenait elle-même un salon réputé. Elle grandit dans un environnement exceptionnel. Le salon de sa mère est l'un des plus brillants de Paris. Dès l'enfance, Germaine y rencontre les philosophes, les écrivains, les hommes d'État.
Elle écoute, elle pose des questions, elle impressionne les adultes par sa vivacité. Son père, qu'elle adorait, lui transmet sa conviction que les affaires publiques sont une chose sérieuse, que la gestion du bien commun est une forme de morale en acte. Les étés à Saint-Ouen sont une parenthèse différente. La propriété Necker, sur les bords de Seine, à quelques lieues de Paris, est un lieu de retrait et de réflexion. C'est là que Jacques Necker se ressourçait entre deux crises ministérielles. C'est là que Germaine, enfant, apprenait à observer la nature, à lire, à écrire ses premières pages. La Seine, les jardins, la lumière de la banlieue nord, tout cela forme une géographie intime que l'on retrouve en filigrane dans ses écrits sur la mélancolie et l'exil. Le mariage, le salon, les premières œuvres. En 1786, Germaine épouse Erich Magnus Staël von Holstein, baron suédois et ambassadeur de son pays à Paris. Le mariage est arrangé. Il lui apporte un statut diplomatique qui la protégera pendant les années révolutionnaires, mais il n'est pas heureux. Les deux époux vivront séparément la plupart du temps. Ce que Germaine cherche, elle le trouve ailleurs, dans ses amitiés, dans ses amours et surtout dans son salon. Pendant les années révolutionnaires, ce statut d'épouse d'ambassadeur lui permet d'agir là où d'autres sont paralysés. Elle intervient pour sauver des amis menacés par la terreur. Narbonne, Talleyrand, d'autres encore. Elle négocie, elle plaide, elle use de ses relations avec un sang-froid remarquable. Ces années forgent en elle une conviction, que la politique n'est pas une chose abstraite, que les idées que l'on défend dans les salons ont des effets concrets sur les corps et les vies. Ce salon, rue du Bac, puis à Coppet, devient le centre intellectuel de l'Europe libérale. On y croise Benjamin Constant, son amant, son complice intellectuel pendant plus de 15 ans. Wilhelm von Humboldt, Schiller, Byron, Wellington. Ce n'est pas un salon mondain, c'est un laboratoire d'idées. Ses premières publications sont déjà remarquées. En 1788, elle publie des lettres sur les ouvrages et le caractère de J.J. Rousseau, un hommage nuancé, déjà. En 1796, de l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. Un titre programmatique pour une œuvre qui cherche à articuler sentiments et politique. Elle pense que la littérature et la société sont inséparables, que l'on ne peut pas comprendre un peuple sans lire ses poètes. La rupture avec Napoléon. La rencontre entre Madame de Staël et Bonaparte a eu lieu plusieurs fois. À chaque fois, la tension est palpable, il la trouve brillante et dangereuse. Elle le trouve capable et despotique. Un jour, selon une anecdote célèbre, dont l'authenticité exacte est discutée par les historiens, il lui demande quelle est la femme la plus importante de France. Elle répond « Celle qui a fait le plus d'enfants ». Il insiste, il parle de femme remarquable. Elle répond « Celle qui a fait le plus d'enfants remarquables ». La réponse est un camouflet, il ne l'oubliera pas. En 1803, il la exile à 40 lieues de Paris. Elle part pour Coppet. En 1807, elle publie Corinne, ou l'Italie. Un roman qui est à la fois une œuvre féministe, un hymne à la liberté de l'artiste et un pamphlet voilé contre le pouvoir autoritaire. Le succès est immédiat et européen. Goethe, Schiller, Byron s'enthousiasment. En 1810, elle achève. De l'Allemagne. Son œuvre la plus importante, qui introduit le romantisme allemand en France et défend l'idée que les littératures nationales sont l'expression des âmes des peuples. Napoléon fait saisir les exemplaires et détruire les planches d'imprimerie. 10 000 exemplaires anéantis. Elle fuit. Russie, Suède, Angleterre. Elle ne rentre en France qu'après la chute de l'Empire, en 1814. Elle a 60 ans. Elle est épuisée. Mais elle revient. Le retour et la mort. Les dernières années de Madame de Staël sont celles d'une femme qui a gagné, mais qui paie le prix de l'exil dans son corps. Elle revient à Paris en 1814 acclamée. Elle milite pour une constitution libérale, pour une monarchie limitée par les droits.
Elle voit la Restauration s'installer. Elle espère que Louis XVIII, dont la déclaration de Saint-Ouen a été signée dans la propriété familiale qu'elle a connue enfant, tiendra ses promesses constitutionnelles. Elle écrit encore, reçoit encore. Son salon de la rue Royale attire à nouveau l'Europe pensante. Benjamin Constant est là. Wellington passe. Les jeunes écrivains qui formeront la génération romantique viennent l'écouter. Elle est à l'apogée de son influence sociale au moment où son corps commence à flancher. En 1816, une attaque l'affaiblit brutalement. Elle meurt le 14 juillet 1817 à Paris, le jour de la Bastille, comme si la date avait été choisie. Elle a 51 ans. Benjamin Constant, à son chevet, note qu'elle est morte en combattante, une femme qui n'a jamais accepté de se taire. Ce qu'elle a changé, Madame de Staël est l'une des fondatrices du romantisme européen, pas comme mouvement esthétique sentimental, mais comme philosophie politique et culturelle. Son idée centrale, que la littérature est l'expression d'une société et qu'une société libre produit une littérature libre à travers ces 2 siècles. Elle est aussi l'une des premières femmes à avoir existé dans l'espace public européen, en tant qu'intellectuelle autonome, pas comme épouse ou muse de quelqu'un. Elle a payé ce prix très cher, l'exil, la surveillance, la misogynie institutionnelle. Napoléon ne l'aurait pas exilée si elle avait été un homme. Les zones d'ombre. Soyons honnêtes, Madame de Staël était une femme de son temps et de sa classe. Sa conception de la liberté était celle des élites éclairées, libérales, constitutionnelles, mais pas démocratiques au sens où nous l'entendons. Elle ne pensait pas que le peuple pouvait gouverner directement. Elle croyait aux Lumières, pas à l'égalité. Sa vie privée était également complexe. Elle a eu plusieurs amants, plusieurs enfants dont la paternité n'est pas toujours certaine, ce qui, à l'époque comme aujourd'hui, a alimenté des commentaires qui se concentraient sur sa vie intime plutôt que sur son œuvre. Cette réduction de la femme à son corps et ses amours est elle-même une forme de violence intellectuelle que ses contemporains masculins n'ont pas subi de la même façon. Enfin, son lien à Saint-Ouen est réel, mais indirect. Elle n'y a pas vécu en permanence, c'était la propriété de son père. Et la déclaration de Saint-Ouen de 1814, signée dans ce château par Louis XVIII, est un événement historique auquel elle est liée par la famille, mais pas par la politique active. Son action principale se passe à Paris, à Coppet, en Europe. Saint-Ouen est son enfance, pas son combat. Ce que Saint-Ouen lui a donné, mais l'enfance compte. Les bords de Seine, les jardins du château Necker, les conversations de table entre son père et les hommes d'État de l'époque, tout cela a formé une femme qui savait que les idées avaient des conséquences, que la politique n'était pas abstraite, que ce qui se décidait dans les salons parisiens changeait la vie des gens. Saint-Ouen lui a donné ce socle-là, cette conviction que le monde méritait que l'on s'y engage, même si ça coûtait l'exil, même si ça coûtait tout. Et c'est depuis ce bord de Seine, depuis ces jardins d'enfance, que s'est construite la femme qui allait tenir tête à Napoléon et lui survivre dans les pages. Madame de Staël est morte en 1817, à 51 ans, épuisée par 15 ans d'exil et de combat. Napoléon est mort 4 ans plus tard, à Sainte-Hélène. Les livres de Staël ont survécu. Les siens aussi, mais les siens ont mis plus longtemps à être lus pour ce qu'ils étaient vraiment. Ce qu'elle nous dit encore aujourd'hui, c'est qu'une femme qui pense en public dérange, qu'une femme qui critique le pouvoir en face paie un prix que ses homologues masculins ne paient pas, et que cela, ce prix-là, est lui-même une forme d'information sur la société qui l'impose. Elle aurait pu se taire. Elle avait les moyens de vivre confortablement à Coppet, d'écrire pour des lecteurs bienveillants, de ne pas provoquer l'empereur. Elle a choisi autrement. Et ce choix, répété, assumé, maintenu sous la pression, c'est peut-être ce qui fait d'elle une figure nécessaire, 2 siècles après. Il est frappant de noter que sa réputation a subi, après sa mort, exactement ce qu'elle avait dénoncé de son vivant. On a longtemps retenu la femme de salon, la séductrice, la mère de famille romanesque,
avant de redécouvrir la théoricienne politique, l'inventrice d'une méthode critique, la première à avoir pensé systématiquement les rapports entre littérature et société. Cette redécouverte est le travail des générations qui nous ont précédés. Ce podcast est notre façon modeste de la prolonger. De Saint-Ouen, où son père Necker gérait les finances d'un royaume en crise, jusqu'aux capitales d'Europe où elle portait la voix de la liberté contre l'Empire. Madame de Staël n'a jamais cessé de croire que les mots pouvaient changer le monde. Et elle avait raison. La semaine prochaine, pour clore cette première saison, nous rejoignons l'une des figures les plus scandaleuses et les plus méconnues de Saint-Ouen, le marquis de Sade, qui a vécu ici, place de la Liberté de 1797 à 1800, ruiné, pourchassé par l'administration du Directoire et qui continuait pourtant à écrire. Épisode 12, épisode final de la saison. Dans le prochain épisode, nous restons à Saint-Ouen à la fin du XVIIIe siècle, mais dans un registre radicalement différent. L'épisode 12 sera consacré au marquis de Sade, qui a vécu ici, place de la Liberté, de 1797 à 1800, ruiné et pourchassé, et qui continuait pourtant à écrire.